Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 28 septembre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation politique au Soudan du Sud. Pour en parler, il y a avec nous Mokrane Touarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Bonjour Mokrane Touarabi. Bonjour Monsieur Chafaoui, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM et à tous ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup Mokrane Touarabi. Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Alors, comme je viens de le dire, le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation politique au Soudan du Sud. Il est intitulé « Le Soudan du Sud, le chemin de la paix reporté ». Alors, Mokrane Touarabi, avant de rentrer dans le vif du débat, je ferai un petit rappel des faits. Alors, le Soudan du Sud, pays de 12 millions d'habitants, parmi les plus pauvres au monde, reste miné par les luttes de pouvoir et les conflits ethniques locaux. Conséquence de cette situation de crise chronique, les Sud-Soudanais devront encore attendre avant de participer aux premières élections de la jeune histoire du pays, alors élections censées mettre fin à une période de transition décidée dans un accord de paix de 2018. Le président Salva Kiir a annoncé en effet à la surprise générale, vendredi 13 septembre, une extension de 2 ans de la période de transition, ainsi que le report au 22 décembre 2026 de l'élection prévue initialement pour décembre 2024. Alors, Mokrane Touarabi, le Soudan du Sud a proclamé son indépendance en 2011, il s'est détaché du Soudan. Tout le monde pensait que ce pays allait très vite se mettre sur la voie du développement et sur la voie de la démocratie. Cela n'a pas été le cas. Alors, Mokrane Touarabi, pourquoi ce pays n'arrive toujours pas à sortir de cette période de transition ? Effectivement, vous avez bien fait de rappeler que le Soudan Sud, après justement son indépendance, n'a pas réussi à accéder à la stabilité, à la prospérité à laquelle aspire et continue d'aspirer aujourd'hui le peuple du Sud-Soudan. La raison principale est la persistance des clivages ethniques, des tensions entre factions et j'ose même dire de l'égoïsme de certains leaderships donc de ce pays qui n'arrive pas justement à placer l'intérêt national au-dessus de tout. 2 années justement, malheureusement, 2 années après l'indépendance du Soudan Sud, donc en 2013, le pays plonge à nouveau dans une guerre civile qui a fait au moins 400 000 morts et un peu plus d'1 million de déplacés. C'est cette nouvelle guerre civile dans le plus jeune État, le plus jeune pays du monde, a justement exacerbé toutes les difficultés socio-économiques et créé une misère et énormément de problèmes de tout genre au peuple soudanais. Cette guerre a duré de 2013 à 2018. Elle oppose principalement 2 grandes factions
une fidèle à Salva Kiir, Oui. qui est le président actuel du Soudan. On va expliquer pourquoi par la suite il est devenu président. Oui. Qui est de l'ethnie Dinka, qui est l'ethnie majoritaire au Soudan du Sud. Il faut savoir que le Soudan, Oui. avant la séparation, avant la scission entre le Soudan Sud et le Soudan, Oui, oui. déjà été miné par des guerres ethniques depuis son indépendance, En depuis 56. Donc il y a eu une série de guerres civiles. Il y a eu 1955 déjà, la veille de l'indépendance, à 72, la première. Il y a eu une deuxième, encore plus sanglante, plus meurtrière. Qui a duré 20 ans, je crois. Qui a duré, près de 20 ans, de 1983 à 2005, qui s'est terminé par un accord Oui. auquel a justement conduit le résultat à un référendum qui a permis au Soudan Sud d'accéder à l'indépendance. Oui, oui. Donc, d'abord, dans un premier temps, il a permis de redonner à la région du sud du Soudan une autonomie. Autonomie qui a abouti à l'indépendance. À l'issue de laquelle un référendum d'autodétermination a été organisé et qui a débouché sur l'indépendance du Sud-Soudan. Soudan, voilà, tout à fait. En 2011. Et les problèmes... Les Américains ont fait beaucoup de lobbying, ont fait beaucoup de pression pour que cette région du Soudan devienne indépendante. Voilà. En jouant sur... la Norvège, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Voilà, encore une fois, là... On appelle les États-Unis, d'ailleurs, on les qualifie de sages-femmes du Sud-Soudan. Tout à fait. C'est eux qui ont... Ils ont joué sur des aspects culturels, le fait que le Sud-Soudan, majoritairement, justement, est chrétien et le Nord musulman. Oui. Ça, c'est l'un des éléments le Sud est chrétien sur lesquels ils ont joué. Et animiste. Alors, on disait, Mokhana Touarabi, que devenu indépendant en 2011 après des décennies de guerre, le Sud-Soudan avait replongé donc dans la guerre civile en 2013, un conflit découlant, comme vous venez de le dire, de rivalité entre le président du Sud-Soudan qui est Salva Kiir, qui est de l'ethnie Dinka, et son vice-président Riek Machar, qui lui est de l'ethnie Nuer. Donc on est toujours dans les affrontements interethniques. On n'est pas sorti de ça, et c'est ce qui a... Rivalité pour le pouvoir et conflit interethnique. En jouant sur ça, bien sûr, le but c'est de prendre le pouvoir. Cette guerre, ça a duré 5 ans. Ça s'est terminé par un accord qui a été signé en 2018 et qui prévoyait, entre autres, une élection présidentielle. Donc il y a eu l'instauration d'abord d'un gouvernement d'union nationale, un partage de pouvoir entre les deux belligérants. D'un côté, Salva Kiir qui a pris la présidence, et de l'autre côté, Riek Machar qui, lui, il est vice-président. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ces rivalités persistent encore, et chacun essaye justement de retarder ce moment fatidique, de rendre la parole au peuple du Sud-Soudan pour décider de la destinée qu'il veut donner à ce pays, et donc de choisir celui qui va présider aux destinées du Sud-Soudan. Alors Mokhana Touarabi, un complément par rapport à ce que vous venez de dire, dans le Sud-Soudan ou au Sud-Soudan, il y a pas moins de 64 ethnies différentes. Là, on vient de parler des Dinka et des Nuer, mais bon, les conflits aussi concernent d'autres ethnies. Oui, je vous en prie. En fait, justement, vous avez bien fait de souligner le fait que il y a beaucoup d'ethnies, et c'est ça l'élément dans la fragilité justement qui est employée par des lobbies, par des puissances pour attiser pour faire plonger justement toute cette région dans une guerre permanente qui profiterait justement aux multinationales et à toutes les puissances qui tirent profit des situations comme celle-ci. Déjà, avant même l'indépendance du Soudan, on a miné ce pays aggravé les conflits interethniques en faisant monter une ethnie contre une autre. Donc c'est la politique de diviser pour régner. Et cette politique, elle est entretenue par des réseaux
au niveau régional, à des fins de maintenir ce pays qui est riche, malheureusement en pétrole, pauvre, en pétrole, en or, en diamants, en tungstène, en bois de luxe. Le Sud-Soudan, il est connu pour son bois, c'est la qualité de son bois. Il est riche aussi en minerais. Donc il y a beaucoup de richesses convoitées par des forces extra-régionales qui voudraient justement continuer à profiter parce que l'instabilité sert leurs intérêts. D'ailleurs, mon collègue Touarabi, j'apporte un peu de l'eau à votre moulin. Alors l'ONG Global Witness a accusé déjà en 2023 des banques européennes d'avoir attisé justement les tensions au Sud-Soudan. Et parmi ces banques, il y a la Deutsche Bank, il y a l'Alliance, il y a ING, il y a BPCE, Crédit Agricole, il y a BNP Paribas. Donc ce sont des banques européennes qui financent des groupes pétroliers chinois, malaisiens, donc présents sur place, et à travers ces groupes pétroliers, financent justement les guerres que se livrent les acteurs locaux, à la fois pour le contrôle des ressources pétrolières, mais aussi pour la course au pouvoir. Oui, tout à fait. C'est encore une fois, là où il y a des richesses en Afrique, il y a des tensions, bizarrement. Il y a des luttes. On cherche par tous les moyens de créer un climat d'instabilité qui profiterait, comme vous l'avez cité, à des multinationales, à des États, des entreprises, des groupes, à des conglomérats privés, de profiter royalement, d'une manière parfois indécente, des richesses de ces pays en laissant les populations dans l'extrême pauvreté, dans la misère et tout ce qui s'ensuit. Le Soudan du Sud aujourd'hui vit cette situation malheureuse, comme d'ailleurs le Soudan qui est plongé aussi dans une guerre civile depuis 2023. Tout est fait en réalité pour que la situation perdure, pour que une solution durable à la crise ne soit pas mise en œuvre, sachant que cette situation ne profite que à ces lobbies, à ces réseaux d'intérêts qui font tout pour que les choses n'avancent pas. Oui. Alors, mon colonel Touarabi, la décision autant de reporter la première élection libre de la jeune histoire du Sud-Soudan, autant elle a surpris la population qui manifeste une forte aspiration à sortir de la crise et à embrayer et à dépasser la crise et à se mettre sur la voie du développement. Mais autant aussi les observateurs n'ont pas été surpris par la décision de Salva Kiir de reporter cette élection. Pour preuve, il y a des représentants de l'ONU qui avaient attiré l'attention déjà dès le mois de janvier sur le danger que représentait, le danger qui pesait sur le processus électoral à cause justement des rivalités entre Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Concrètement, le représentant de l'ONU au Soudan du Sud a quand même tout de même exprimé son regret et sa déception après l'annonce de ce report. Mais bien évidemment, quand on regarde sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain, les rivalités persistantes entre les deux camps, et on peut aisément constater que les conditions d'une élection libre et transparente sont loin d'être réunies dans ce pays. Je pense même que l'argument avancé par les autorités sud-soudanaises pour justifier ce report sont quelque part ont une base objective, puisqu'on met en avant 3 principales raisons qui sont vérifiables sur le terrain, à savoir d'abord le Sud-Soudan depuis donc son indépendance jusqu'à maintenant n'a pas réussi à mettre en place
une constitution. Donc c'est un pays qui n'a pas il a de une constitution provisoire. Voilà, donc c'est pas une véritable constitution. C'est une, comme vous l'avez dit, un petit texte comme ça qu'on a préparé juste pour la période de transition, mais c'est pas une constitution définitive. Il est donc nécessaire. Le pays se dote d'une vraie constitution. Deuxième élément aussi qui est aussi important, qui est vérifiable, c'est le fait que le Sud-Soudan n'a pas de recensement de la population. Nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude le nombre exact des habitants et de la population du Sud-Soudan. Et l'absence de ce recensement constitue une difficulté, un obstacle majeur à l'établissement, à l'organisation des élections, donc à l'établissement de listes électorales fiables pour la transparence de cette élection. Le troisième élément, c'est aussi l'absence d'enregistrement des partis politiques. Vous savez qu'il y a des partis politiques dans ce pays, mais qui ne sont pas encore enregistrés en fait, qui n'ont pas d'agrément et d'existence légale qui leur permettrait de présenter un candidat à ces élections. Quelque part, tout est fait pour que ces élections... Tout est fait, et à se demander pourquoi on a passé tout ce temps, depuis 2018, depuis la signature de l'accord, rien n'a été fait pour préparer cette élection qui était initialement prévue en décembre 2022. Elle a été reportée à décembre 2024, donc 2 années, et là encore, on gagne encore 2 ans. Donc à chaque fois, on essaie de gagner 2 années. À qui profite ça? Alors, le report, en tout cas, si je n'ai pas de réponse, mais une chose est sûre, elle ne profite pas au peuple du Sud-Soudan. Alors, les observateurs expliquent ce report par... il y a les éléments extrêmement intéressants dont vous venez de parler. Alors, de l'autre côté, Salva Kiir, le président du Sud-Soudan, apparemment, on le soupçonne de vouloir rester au pouvoir, et pour rester au pouvoir, il n'est pas intéressant pour lui qu'il y ait des élections qui puissent permettre l'émergence d'autres acteurs politiques, ça d'une part, et d'autre part, Salva Kiir refuse d'aller à un scrutin tant que les conclusions de l'accord de paix de 2018 n'ont pas été appliquées sur le terrain. Et entre-temps, la violence, loin de s'apaiser, a au contraire redoublé de férocité. C'est ce qui a amené d'ailleurs le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud à déclarer en janvier dernier, le chef de mission s'appelle Nicolas Haysom, il déclare: cette violence et ces combats caractérisés de manière troublante par des connotations tribales sont particulièrement dommageables. Elles sont dommageables donc à la fois pour la population sud-soudanaise, mais elles sont dommageables aussi pour le processus de paix. Donc selon lui, ça c'était en janvier, donc il avertissait sur la possibilité que ces violences fassent dérailler le processus de paix. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ces rivalités entre acteurs politiques au pouvoir, Salva Kiir, Riek Machar, et ces violences ont réussi à faire dérailler le processus électoral du moment qu'on annonce un report de l'élection à 2026. Effectivement. En fait, il faut souligner que l'accord de 2018 n'a pas été inclusif. N'a pas intégré toutes les factions, tous les acteurs de cette crise. D'ailleurs, justement, tout récemment, un nouveau processus de médiation a été lancé, plus exactement en mai 2024, à Nairobi, au Kenya, concernant donc cette situation. Autour de la table, il y avait bien évidemment le gouvernement, mais il y avait aussi des groupes rebelles non signataires du premier accord de 2018. Qui a mis fin donc à cette guerre civile, mais un accord tarde à se mettre en place. Jusqu'à maintenant, les négociations sont toujours en cours à Nairobi pour trouver un accord entre le gouvernement et ces groupes rebelles. Et sur le terrain, effectivement, on constate que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour accueillir une élection dans 2-3 mois. Il y a déjà, Mokhla Tourabi, un conflit dans la région du Haut-Nil, qui c'est dans le nord du Sud-Soudan,
une région qui est comme par hasard riche en pétrole. Donc dans cette région, il y a un conflit qui a déjà déplacé depuis août 2022 environ 50 000 civils. Il y a un conflit entre deux factions dissidentes du mouvement de Riek Machar. Alors c'est celle du général Simon Gatwick, qui est un Neuer, et celle du général Johnson Oloni, une autre ethnie, un Chiluk. Donc après leur rupture avec Machar, un an auparavant, donc en 2021, ces deux généraux s'étaient tournés vers le président Salva Kiir, bizarrement. Donc ce rapprochement s'était concrétisé par la signature en janvier 2022 à Khartoum d'un accord qu'on appelle le Khartoum Peace Agreement. Donc Simon Gatwick avait obtenu la vague promesse d'un poste haut placé dans la future armée unifiée, et Johnson Oloni l'assurance d'une intégration de ses troupes. Alors pour vous dire les jeux, les alliances qui se font et qui se défont au sud de Soudan et qui sont responsables de l'instabilité chronique, mais cet accord qui a été signé en grande pompe n'a jamais été mis en œuvre, et pour des raisons qui demeurent confuses, les deux généraux sont allés donc au conflit. Alors ce qui se passe dans le Haut-Nil, Moukhra Touarabi, n'est pas un incident isolé. Donc en 2021, des violences entre d'autres ethnies. On a parlé de 65 ethnies au Sud-Soudan. Il y a les Azandais et les Balanda faisaient rage dans la ville de Tomboula, en Quateria occidental, qui est un État du Sud-Soudan qui compte 10 États. Donc le Sud-Soudan est divisé en 10 États. On rappelle juste aux auditeurs que le Sud-Soudan est un État fédéré. Donc début 2022, c'est le comté de Lir, lieu de naissance et bastion de Riek Machar, dans l'état d'unité qui a été dévasté par des milices pro-gouvernementales. Alors, ces milices recrutées dans les comtés voisins par des commissaires pro-gouvernementaux, ces milices ont mis des razzias qui ont fait 40 000 déplacés aussi. Donc, vous voyez, le mouvement des déplacés est incessant. Alors, ces actions contre les civils, dont l'un des objectifs était de prendre le contrôle des principaux ports sur le Nil, ont été documentés dans un rapport publié en mai par les Nations Unies. Alors ces ports et les checkpoints disséminés le long du fleuve constituent de lucratifs péages sur les marchandises acheminées par bateau. Alors l'état d'unité comme le Haut-Nil sont tous deux producteurs. Alors l'état d'unité, donc c'est un État, et la région du Haut-Nil, c'est aussi un autre État, sont tous deux producteurs de pétrole. Alors une source de revenus vitale pour le pays, mais aussi pour la population. Alors il y a des diplomates qui pensent qu'en déstabilisant ces zones qui hébergent des bastions de l'opposition, le camp présidentiel, c'est-à-dire le camp de Salva Kiir, tente d'asseoir son contrôle et de mettre la main sur donc les régions productrices de pétrole. Malheureusement, ce jeu dangereux a des conséquences lourdes pour l'avenir du processus de paix. Et ce qui aggrave aujourd'hui, Moukhra Touarabi, la situation, c'est que le pétrole produit dans ces régions est acheminé et vendu à l'étranger. Alors le Sud-Soudan produit à peu près 600 000 barils jour, et le Sud-Soudan gagne à peu près 4 millions d'euros par jour de ses revenus de pétrole. Alors ce pétrole est acheminé donc de ces régions via un oléoduc jusqu'au port Soudan, qui est un port soudanais. Le problème, c'est que la guerre au Soudan, ils peuvent plus le faire. Ils peuvent plus le faire parce que l'oléoduc en question a été endommagé. Et donc c'est ce qui aujourd'hui aggrave la situation du Sud-Soudan, qui vit à 98% de ses revenus pétroliers. Tout à fait. N'est-ce pas ? Il y a une situation socio-économique dramatique. Parler d'élections alors que vous avez des millions de déplacés qui sont dans des camps pris en charge à la fois par des agences onusiennes, par le PAM, par la mission onusienne pour le Sud-Soudan, par les Médecins sans frontières. Depuis 2013, depuis le début de la guerre, dans la guerre civile, il y a eu 4 millions de personnes qui ont été déplacées justement au Sud-Soudan, soit en interne et parfois en Ouganda.
Il y a des réfugiés qui sont en Ouganda, qui est un pays frontalier. Et aujourd'hui, le Sud-Soudan reçoit les réfugiés soudanais. Voilà. Ils sont à peu près 7 millions dans le nord justement, et ils ont reçu beaucoup de réfugiés soudanais, alors que c'est chassés par la guerre aussi. Un pays qui est en difficulté, qui est en difficulté économique terrible à tout point de vue. Voilà. Au fait, pour terminer, globalement, vous avez les rivalités entre les deux camps et leur volonté de créer des conditions qui leur permettent de garder le pouvoir. Voilà. Donc, et de ne pas aller aux élections. Jusqu'à ce que ces conditions soient réunies. C'est-à-dire garantir sa victoire. Voilà, c'est ça l'enjeu. De l'autre côté, vous avez une population qui vit dans la misère. Et vous avez donc les rivalités interethniques, les conflits interethniques, et vous avez, on a parlé aussi, des ingérences étrangères qui aujourd'hui pèsent lourdement sur ce petit pays, sur le plus jeune État indépendant en Afrique. Du monde. Et du monde, voilà. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Hassiba. La console technique, il y avait Anis. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. Au revoir.